Bien, alors je voudrais vous présenter mon expérience à propos du laser endoveineux, à propos de 500 procédures. Alors, bien sûr, depuis toujours, le gold standard du traitement de l'insuffisance veineuse était l'événage avec ou sans crocectomie. Depuis l'apparition des nouvelles méthodes mini-invasives, celles-ci ont permis à la Société vasculaire et à l'American Venous Forum de recommander les techniques d'ablation thermique, que ce soit par laser radiofréquence, comme étant une des méthodes sûres et efficaces pour le traitement de ces incompétences. On peut avoir plusieurs aspects de varicose. Alors, on peut avoir des différentes tailles. On peut avoir des troubles trophiques, à savoir une hypodermite, un eczéma variqueux, une atrophie blanche, qui est souvent le précurseur de l'ulcère. Cet ulcère peut être de diamètre différent. Et quand on a un ulcère qui siège comme ici au niveau de la cheville, ça entraîne il est bien sûr dans une gâtre scléreuse et il va entraîner une ankylose de l'articulation tibio-tarsienne avec une disparition ou une limitation du travail de la pompe musculaire du mollet. Alors, nous avons utilisé la classification CIP et la classification civique. Alors, bien sûr, pour faire un laser endoveineux, il y a certains paramètres qu'il faut considérer. Alors, on peut utiliser des longueurs d'onde différentes de 810 à 1500. La cible peut être soit le déoxyhémoglobine, l'eau ou l'hémoglobine. Alors, on a plusieurs types d'appareils. L'absorption, je ne reviens pas là-dessus, il en a parlé Bruno. Alors, bien sûr, il faut aussi recommander une puissance entre 7 et 14 watts et un tir continu plutôt qu'un tir pulsé qui donne plus de perforation. Quant aux différentes fibres que l'on peut utiliser, il y a un problème de coût qui n'est pas négligeable. La fibre la plus chère, c'est la tube fibre avec un tir frontal, mais c'est celle qui donne le moins de perforation. Alors, ce laser va agir par photocoagulation au niveau de la paroi veineuse et ça va entraîner une endosclérose de la veine. Alors, avant de faire bien sûr un laser endoveineux, il faut faire une cartographie, un marquage de tout le long de la veine, le repérage de la crosse au niveau du scarpin. Et puis, une fois qu'on a positionné la fibre à 20 mm de la jonction saphéno-fémorale qui est repérée à l'échographie, on fait une tumescence pour pouvoir protéger aussi bien la peau du tir laser et ça permet aussi de réduire le diamètre de la veine. Et à ce moment-là, on peut activer le laser et le retrait se fait de façon continue. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on arrête la procédure au niveau du genou. Pourquoi ? Pour éviter les dommages nerveux saphéniens qui pourraient être quand même gênants pour le patient. Alors, nous avons réalisé 500 procédures endolaser pour la grande veine saphène ou la petite veine saphène, pour un diamètre moyen de 8 mm pour la grande veine saphène et de 4,5 pour la petite veine saphène. Alors, la reprise d'activité était de 2 jours pour une procédure unilatérale, de 4 jours pour une procédure bilatérale. 80% de nos patients ont été mis sous antalgiques pendant une durée de 5 jours et une héparinothérapie systématique par HBPM pendant 4 jours. Alors, nous déplorons 22 paresthésies qui ont été toutes transitoires du 1er au 6e mois. Une thrombose veineuse profonde, c'était au tout début de l'expérience, une à 1 an et une au 8e jour. Une cellulite infectieuse à 6 mois chez une patiente qui était porteuse d'une thalassémie de forme majeure et splénectomisée. Alors, nos résultats se sont basés sur la classification d'Evry, qui donne une classification échographique en 7 niveaux, qui va du LEV 0, où il n'y a pas d'endosclérose, ou LEV 5, où la veine n'est plus visible. Alors, nous avons obtenu 5 recanalisations, 2 totales et 3 partielles à 6 mois. Et à 1 an, on a 465 procédures LEV 5. Alors, pour évaluer la qualité de vie après la procédure, nous avons utilisé la classification civique en calculant les scores de 0 à 5 à propos du retentissement psychologique, social, physique et du degré de sévérité de la douleur. Et nous avons tiré des conclusions au niveau de la population à 1 an à partir d'un échantillon, des données de l'échantillon.
Et l'on voit que ce score varie entre 23,38 à 31,22 et qu'au niveau de la population, on a une réduction de moins de 14,38 à plus de 22,20, ce qui témoigne de l'évolution positive. Alors, quand on voit la boîte à moustaches, on voit une évolution temporelle des différents scores et on voit que cette amélioration est beaucoup plus marquée à un mois et qu'elle est beaucoup plus importante pour le degré de sévérité des 4 par rapport aux autres facteurs. Alors en conclusion, en point de vue résultat d'abord, on peut dire qu'on a obtenu une occlusion pour des énergies de plus de 50 joules par centimètre et une reperméabilisation pour moins de 40 joules par centimètre, ce que l'on retrouve dans la littérature. Quant au diamètre, quand ces diamètres sont beaucoup plus importants, par exemple 20 mm, certains auteurs recommandent une action combinée du laser. Ils utilisent à ce moment-là de l'ohmium-YAG associé à la sclérothérapie à la mousse. Alors les différentes études, les différents articles, à peu près plus de 175 sur la grande veine saphène, montrent qu'on a un succès de plus de 90%, indépendamment de la longueur d'onde ou de la fibre utilisée. L'étude de Rasmussen montre que toutes les méthodes sont équivalentes, elles se valent, et qu'on a une occlusion de près de 95% pour les procédures par ablation thermique. Quant aux complications, on a moins de complications, 7 fois moins pour le laser endoveineux par rapport à la chirurgie ou la mousse, 18 fois moins de néovascularisation et la récurrence est 5 fois moins importante que pour la chirurgie. Alors qu'en est-il pour la compression? On a une étude randomisée de Blumberg qui a bien montré que la compression après une procédure laser n'apportait rien en termes de résultats, sauf pour bien sûr le stade C6S. Alors, le laser est bien entendu moins agressif que la chirurgie, mais bien sûr, pour pouvoir comparer les différentes méthodes, il faut les mêmes paramètres, pour avoir des résultats homogènes et comparables. Mais l'objectif est le même, que ce soit par chirurgie ou par laser endoveineux, c'est la suppression du reflux, que ce soit par ablation ou par oblitération. Mais ce qui est très important et qui a été démontré, c'est que le laser est mieux supporté, il est supérieur à la chirurgie en termes de qualité de vie. Dans les différents questionnaires qui ont été distribués dans certaines études, on montre qu'il y a seulement 19% des patients sont satisfaits en termes de qualité de vie après la chirurgie. Je vous remercie.